Knock, knock. Ooh, who's there? A Boost Mobile expert, here to deliver and set up your all-new iPhone 17 Pro, designed to be the most powerful iPhone ever. You call that a knock-knock joke? This isn't a joke. Boost Mobile really sends experts to deliver and set up your phone at home or work. Okay, well, it's just that when people say knock-knock, there's usually a joke to go with it. Like I said, this isn't a joke. So the knock-knock was just you knocking. Yeah, that's how doors work. Get the new iPhone 17 Pro delivered and set up by an expert wherever you are. Delivery available for select devices purchased at boostmobile.com. Terms apply. Exécuté par Qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils y ont été éduqués, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Michael Hirsch. Salut Michael. Salut Fab. Bienvenue dans l'Histoire d'argent. Merci. Je l'ai déjà dit à qui veut bien l'entendre, mais merci à toi. Et en fait, tous les gens qui nous écoutent là, vous pouvez dire merci à Michael. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à toi que ce podcast existe, c'est grâce à une fulgurance. C'est incroyable cette histoire. Mais oui, bien sûr. C'est ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que moi, ça me fait dire, ok, en fait, j'avais pas fait le lien. Tu vois, à l'époque où j'étais moi-même en train de commencer à travailler sur ma relation à l'argent. À l'époque, avec Michael, on était dans une sorte de groupe de codev avec 4-5 autres artistes, entrepreneurs, etc. Et je crois que j'étais moi-même en train de bosser sur ma relation à l'argent, donc j'amène le sujet, on en parle pendant 2 heures à bâton rompu, tous ensemble, chacun il vient y raconter sa petite histoire, etc. Et puis à un moment donné, et moi j'étais vraiment dans le truc, j'étais en train d'écouter et tout, j'avais pas du tout fait le lien. Et puis Michael qui dit, ça ferait un bon podcast ça. J'étais là, ouais. Oh waouh, oui bien sûr. Et ça fait un bon podcast. Ça c'est vérifié. Franchement, oui, je crois que c'est vraiment le sujet de l'argent est tellement incroyable que oui, c'est mon sujet préféré du moment. Moi aussi, l'argent c'est vraiment mon sujet préféré. C'est vrai ? Non, mais ça m'intéresse beaucoup. En tant qu'artiste, on va en parler parce que waouh. Michael, t'es comédien, auteur, interprète bien sûr de tes propres textes et humoriste. Est-ce que tu te définis comme humoriste ? Oui, tu te définis comme humoriste. Ouais, je me définis comme humoriste. Ouais. Encore plus là avec ce nouveau spectacle. Je viendrais dire à tous les gens qui veulent en connaître un peu plus sur toi d'aller écouter notre l'histoire de succès qu'on avait fait ensemble, où on revient sur tout ton parcours, où tu as eu un parcours avant ça d'école de commerce, où en fait l'école de commerce c'était un peu comme on dit aujourd'hui dans le monde de la Startup Nation, bootstrappé, pour faire en sorte magnifique que tu décolles que tu te lances en fait tout simplement dans ta carrière. T'étais pas forcément. C'était mon incubateur. Oui, c'est ça. L'école de commerce, incubateur d'humoriste. C'est merveilleux ça. Mais pour moi, c'est aussi ça qui fait que j'imagine c'est chouette d'être dans une école de commerce comme ça, c'est qu'ils voient à ce moment-là ta capacité à toi à te lancer, à faire un projet et puis à te dire let's go, vas-y quoi. C'est ça qui est cool, j'ai trouvé. En tout cas dans ton histoire. Ah ouais, c'est super. Je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode pour aller écouter l'histoire de succès avec Michael. Mais là, je voulais te parler alors, non seulement d'histoire d'argent, de t'inviter dans l'histoire d'argent pour venir te faire le shout-out définitif, tu vois, merci beaucoup, Michael, encore une fois. Parce que grâce à toi, je sais pas si ce podcast existerait, en fait, parce que vraiment, tu m'as foutu la puce à l'oreille. Je crois que j'aurais mis peut-être potentiellement quelques mois. Et aussi, de venir parler de ton nouveau spectacle parce qu'il s'est lancé dans des conditions un peu particulières
en termes d'argent. Tu vas venir nous en parler. Et surtout, en fait, ce spectacle s'appelle Il y a de la joie. Tu l'as lancé il y a 1 an environ, c'est ça, hein, si je me trompe pas? Il y a 6 mois. 6 mois, putain, ouais, donc. Ouais. Il y a en janvier 2025. Ok. Et donc t'as commencé à vraiment le jouer hyper deep, on va dire, à Avignon. Ouais. Et à le présenter vraiment au monde pendant le festival d'Avignon. Et ça a cartonné. Ouais. Tu me disais avant qu'on enregistre là que c'était ton plus bel Avignon, alors que t'en as fait déjà plusieurs, quoi. 8. Ouais. Ouais. Je suis un vieux personnage. Ça nous rajeunit pas. Non. Ah, bah écoute, j'ai côtoyé Jean Vilar, ouais. Raymond DeVos. Raymond DeVos, ouais, absolument. Donc ouais, c'était ton plus bel Avignon. Et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de venir te faire parler des conditions dans lesquelles ce spectacle s'est lancé, des conditions financières pas forcément évidentes, on va en parler. Et en fait, de voir aussi le lien qu'il peut y avoir avec ce succès. Je trouve ça incroyable. Qu'en dis-tu? Pour commencer. Avec grand plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Je suis là pour ça. Et avant tout, donc tu vas jouer ton spectacle en tournée, mais aussi à Paris, c'est ça, à partir du 14 octobre, si je me trompe pas. Exactement. Je suis à partir du 14 octobre au Théâtre de l'Œuvre, les mardis à 21h. Et je repars en tournée aussi à partir de décembre. J'ai des dates un peu partout en France cette saison. Et il y aura probablement une encore plus grosse tournée, ce qu'on appelle la saison prochaine, donc de septembre à juin, entre septembre 26 à juin 27, mais il y en a déjà. Ok, on va en reparler rapidement, mais en gros, ton producteur a liquidé sa boîte. Ton ancien producteur a liquidé sa boîte à la fin de ton deuxième spectacle, ce qui t'a donc amené à perdre pas mal d'argent sur ce spectacle-là et à redémarrer de zéro. Et donc à redémarrer de zéro à partir de ce nouveau spectacle, financièrement, trouver un nouveau producteur, etc. Enfin, j'imagine que ça n'a pas été simple pour toi. Non. Ça a beaucoup nourri ce spectacle sur la joie de vivre. Mais avant ça, je voudrais te poser les 2 questions que je pose à chaque invité. Tu les connais puisque tu es un auditeur d'Histoire d'Argent depuis un petit moment maintenant. Depuis le premier numéro, j'ai envie de te dire. Bah oui, évidemment. Il était là au début. Mais alors, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? À titre perso, ça m'évoque un outil de liberté et de sécurité. Les deux en même temps. Ouais. Les deux en même temps. Très rare. Ouais. Ah ouais? Très rare. Bah ouais. Parce que c'est dur d'avoir la liberté et la sécurité en même temps. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Mais. Ouais, c'est 2 facettes d'une même pièce, je trouve. Ah, tu trouves? Ouais. Moi, je pense que quand on se sent en sécurité, c'est le meilleur moyen de se sentir libre. C'est amusant d'ailleurs parce que dans l'éducation, là je lis plein de trucs, comme je suis jeune papa, je lis plein de trucs là-dessus, mais souvent dans l'éducation, les éducateurs disent que plus un enfant se sent en sécurité, plus il cherche, plus il se sent libre, plus il explore. Et c'est en ça que pour moi je trouve que ça peut être antinomique, liberté et sécurité. Parfois, mais là en l'occurrence, moi je trouve qu'avec l'argent ça peut être les deux à la fois. C'est-à-dire que évidemment, la sécurité émotionnelle, tu vois, enfin la sécurité de se dire bon j'ai un matelas de sécurité. Ouais. Moi en tant qu'artiste, c'est un truc qui en plus c'est un truc toujours challengeant, tu vois, de se dire est-ce que j'ai un matelas de sécurité pour pouvoir créer. Et puis de la liberté parce que je trouve que l'argent c'est ce qui rend libre de pouvoir dire non à certains projets. Ouais. C'est ce qui rend libre de pouvoir se tromper. C'est ce qui rend libre de comment on gère son temps aussi. Et d'avoir du temps libre, comme on a tendance à dire. Ça, pour moi, c'est ça l'argent aujourd'hui. Voilà. Et à titre plus macro, c'est amusant parce que à titre plus macro, plus le temps passe, je sais pas si j'assume tout à fait ce que je vais dire, mais plus le temps passe et plus je trouve que l'argent est un très bon outil de compréhension du monde. C'est-à-dire? Je trouve que quand on regarde le monde aujourd'hui, les relations humaines, souvent, ça s'explique par l'argent. De plus en plus, je trouve. Ah, ça me fascine. J'adore ce que tu es en train de me dire.
Ouais. Parce que j'ai pas mal réfléchi, t'imagines bien, dans ma posture actuelle. Et en fait, je crois qu'en dehors de la communication, il y a rien qui régit plus nos relations que l'argent. Mais en fait, le problème entre guillemets, c'est que on n'est tellement pas éduqué à comment fonctionne notre relation à l'argent, la psychologie de l'argent, etc., qu'on a tendance à venir projeter sur l'argent à ce moment-là plein de choses qui n'ont strictement rien à voir avec lui, qui est un moyen de transaction, quoi. Et donc ouais, j'entends ce que tu dis, tu vois, en termes de ça régit les relations, mais pour moi en fait c'est juste que c'est le truc, comment dire, il y a pas d'autre chose avec lequel on interagit, avec que ce soit avec un SDF dans la rue qui va te demander une pièce, tu vois, où tu vas déjà là ça crée une relation. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Tu passes devant comme si de rien n'était, tu lui donnes de l'argent. Si tu lui donnes pas de l'argent, est-ce que tu lui dis non merci, ou pas non merci, mais en tout cas non désolé, j'ai pas de monnaie sur moi. Bref, c'est ok. Et pourquoi tu dis que t'assumes pas vraiment? Non, mais c'est parce que dans un certain sens, je le regrette que ce prisme de lecture sur le monde fonctionne si bien. Et j'ai bien conscience aujourd'hui que le système est au mieux de ce qu'on peut dire imparfait. Oui. Et tu vois, je regrette beaucoup dans le fait, par exemple, tu vois, de dire que quelqu'un qui fait du marketing dans les cosmétiques gagne beaucoup mieux sa vie qu'un prof. Ça me questionne. Qu'un footballeur gagne beaucoup mieux sa vie qu'un soignant, ça me questionne. Et je dis pas, en fait, quand je dis c'est un outil de compréhension du monde, c'est pas un outil de justification du monde, mais c'est un outil de compréhension des choses. Et c'est ça c'est la nuance que j'apporte. Et ça me, en fait, par exemple, je pense que l'argent c'est plus fort que nous. Voilà. C'est ça, ce que je pense très fort, c'est que l'argent c'est plus fort que nous. Et quand tu vois le comportement, par exemple, en politique, en fait, l'argent c'est notre rapport à la survie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'argent, on joue notre survie, chacun à titre individuel. Et donc que ça guide nos choix. Et tu vois, moi j'ai plein de copains autour de moi qui sont très réticents vis-à-vis de l'argent dans leur discours. Et en fait, quand tu poses les choses et que tu vas un peu plus loin et tu leur dis, mais si là, je te donne cet argent, tu le prends pas? Bah oui, je le prends, évidemment. Et donc en fait, c'est pas vraiment l'argent le problème. C'est plutôt que qu'il en a pas assez et que il y a une sorte de jalousie et une défiance, une frustration vis-à-vis d'un système dans lequel il se sent pas à l'aise, essentiellement parce que il en a pas autant qu'il aimerait en avoir. Et du coup, voilà, je trouve que c'est devenu un outil de compréhension du monde. Tu vois, je disais nos politiques, c'est que je pense en fait que par exemple aujourd'hui, ce qu'on voit chez plein de nos hommes politiques qui en fait n'ont plus aucune colonne vertébrale idéologique, en fait, ils sont là pour défendre leur emploi. Et je veux dire, il y a plein de nos députés en France, par exemple, quand on regarde leur CV. Il n'y a aucune chance pour eux, dans le monde de l'entreprise privée, qu'ils gagnent 6 000 euros par mois avec leur CV. Oui, c'est sûr. Et donc, ils vont tout faire, absolument toutes les compromissions possibles, d'un point de vue éthique, pour conserver leur emploi. Et donc, quand je prends conscience de ça, en fait, je me dis, oui, c'est un outil de compréhension de comment ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens-là, dont on voudrait qu'ils soient moralement supérieurs, en fait, sont des gens qui ont besoin d'argent pour vivre et qui sont très contents d'en gagner le plus possible, probablement, encore plus quand ils ne pourraient pas gagner autant d'argent à côté, en faisant autre chose. C'est sûr. Ça renvoie vraiment à une réflexion plus large sur faire en sorte de changer tout le système, quoi. Tu vois, c'est-à-dire de peut-être faire en sorte que ce soit les citoyens qui légifèrent sur des projets particuliers et qu'en fait on soit potentiellement appelé, tu vois, de la même façon qu'on est appelé sur dans des jurys d'assises, tu vois, où tu viendrais pendant X semaines pour bosser, X mois pour bosser sur un projet, et puis après, tu retournes à ta vie, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est intéressant parce que quand tu parles que l'argent c'est la survie,
Enfin, je comprends dans l'absolu, c'est-à-dire que si vraiment t'en as pas, c'est compliqué, tu finis à la rue, sous un pont, etc. Moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui de ce fait-là viennent cristalliser quelque chose, tu vois, c'est-à-dire que les gens avec qui tu parles, j'imagine, qu'ils sont pas dans la survie. Oui. Non, Tu dis mais non, en tu fait, dis non. oui, je dis non, pardon. Non, ils sont pas dans la survie, mais quand je dis l'argent, c'est la survie, c'est que l'argent, c'est le vecteur qui mène à tout ce qui nous permet de vivre. En fait, le toit qu'on a au-dessus de la tête, c'est-à-dire des choses très primaires d'animal. Enfin, tu vois, Ouais. probablement en tout cas. Quand je dis c'est l'unique vecteur, c'est probablement pas l'unique vecteur, mais quand on n'a pas complètement déconstruit son rapport à l'argent, Ouais. ça paraît être l'unique vecteur. C'est-à-dire Bien sûr. l'argent, bah ça, c'est ma sécurité parce que j'ai un toit sur la tête. L'argent, Ouais. c'est ce qui me permet de manger. De me chauffer, et donc en fait, oui, je pense qu'on a un rapport, pour le coup, très pulsionnel à l'argent. Ok. Ça génère chez nous quelque chose de très pulsionnel, Oui, de très primitif en quelque sorte, tu vois. Oui. D'animal. oui. Et encore une fois, il faut y revenir parce qu'en fait, pour moi, ça n'est que de l'émotion. C'est-à-dire que ça n'est pas l'argent, c'est juste les émotions que cet argent crée et qu'on vient projeter dessus, quoi. Il n'a strictement rien à voir avec ça. Je sais qu'il y a ça il y a des gens que ça emmerde dans l'audimat, dans l'audience, que j'ai pas un point de vue plus sociologique sur l'argent, sur le sujet de l'argent. Mais en fait, pour moi, c'est important aussi de revenir à cette base-là que finalement, dont on parle très peu, quoi. Et même les sociologues n'en parlent pas, tu vois, de l'aspect émotionnel que ça peut créer, quoi. Et je trouve que c'est un angle mort qui finit par, en fait, obstruer toute une partie de la compréhension de comment ça fonctionne, quoi, tu vois. Bref. Mais c'est intéressant parce que, enfin, et à quoi ça, quand t'as des gens qui disent qu'ils aimeraient que t'aies un rapport plus sociologique, enfin une approche plus sociologique. Politique, tu vois. Ah. Plus politique, plus en fait l'argent c'est mal, l'argent en fait d'avoir une approche qui soit plus dans la société d'une manière générale, alors que moi j'essaie de revenir justement au niveau individuel de ce que ça peut créer, et parce que je crois que si on change tous individuellement, en fait quoi qu'il arrive, comme tu dis, les sphères dans le pouvoir, en fait, elles vont suivre, quoi qu'il arrive. Donc, mais bon, c'est mon C'est très amusant parce que c'est exactement le raisonnement que j'ai suivi pour ce nouveau spectacle Il y a de la joie. C'est-à-dire, je me suis posé la question à un moment j'ai lu énormément sur les émotions, le bonheur et dans quel cadre ça peut advenir. Et quand tu dis énormément, Michael, j'ai cru entendre que tu avais pris 700 pages de notes. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai fini. J'ai fait 7 mois de recherche sur plein de thèmes hyper différents. J'ai lu de la neuro, de la socio, de l'anthropologie, plein de trucs autour de ces sujets-là. Et je me suis posé la question dans le traitement que j'allais faire de cette histoire. Et ça m'est beaucoup. La question qu'on me pose parfois, c'est parce que je le traite de manière assez individuelle, le bonheur et la joie de vivre dans le spectacle. Et on me dit oui, mais collectivement, mais socialement, mais le système, etc. Et je dis oui, c'est vrai que, et j'ai lu plein de trucs sur le sujet, tu vois. Mais j'ai fait le choix de me dire ok, commençons par faire évoluer et changer ce qu'on peut changer. Et après, et je veux pas dire que il faut pas que le système change. C'est pas le sujet, mais en fait, mon levier d'action à moi, c'est pour le moment, c'est moi. J'ai bien conscience que mon bonheur n'advient pas uniquement forcément si moi j'ai décidé que je serais heureux et que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être heureux et que il y a une dimension systémique, collective là-dedans. Mais commencer par le collectif. Moi, ma réponse c'est commencer par l'individuel et que ça advienne après dans le collectif. Et de commencer par le collectif, c'est une approche relativement française, ça, de se dire, en fait, il faut que la société change pour que moi, ça me convienne. En fait, je trouve que ça nous met dans une posture d'impuissance colossale qui rend hyper malheureux, quoi. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Et donc, sur l'argent, je comprends tout à fait ton cheminement, quoi. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de le traiter, quoi. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où tu changes, toi, ta relation à l'argent,
Et je te parle vraiment dans ton écosystème à toi, c'est-à-dire par rapport à tes boss, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, etc., tes amis. En fait, c'est sûr et certain, parce que je le vois et je le sais, parce qu'en fait, j'ai des clients aussi qui me disent que à partir du moment où et parce que je l'ai vécu moi, pour commencer, c'est sûr et certain qu'en fait le reste du monde change, parce que tu as déjà d'ores et déjà changé un truc chez toi qui fait que t'as plus la même interaction avec les autres par rapport à l'argent, et donc forcément les autres tu leur renvoies un autre miroir, quoi. Donc ça, ils peuvent plus agir comme ils agissaient avant, puisque toi-même tu ne réagis plus de la même façon. Think enterprise software is too costly, too complex, and takes too long to get up and running? Think again. Workday Go makes simplifying your small or mid-sized business simple. HR and finance together on one powerful AI platform right at your fingertips. Workday Go gets you live fast and fits the needs of your business. Find out what Workday Go can do for you. Go with Workday Go. No one knows your business better than you. So who better to create your website than, well, you? Wix's website builder puts it all in your hands. Create a beautiful website just by talking with AI, or choosing from thousands of templates. Customize every detail with simple drag-and-drop tools and get everything you need to start running business your way. Build more, think bigger, and do it all yourself on Wix. My 2 cents sur le sujet. Donc très bien. À la fois, pour toi, argent, d'un point de vue perso en tout cas, liberté et sécurité. Donc une forme de désir de liberté et en même temps un besoin de sécurité. Ouais. C'est ça ? Ouais. Et alors, juste avant qu'on passe à la deuxième question, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu comment tu fais pour articuler les deux. Parce qu'en fait, pour moi, il y a d'un côté justement la liberté vient d'un désir, vient d'une vraie envie, d'une vraie volonté, d'un vrai élan, tu vois. Là où le besoin de liberté vient d'une peur. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, de besoin de sécurité, pardon, vient d'une peur. Et c'est pour ça que je te disais que souvent ils sont un peu antinomiques. C'est que il y en a un qui te freine, ta peur, elle vient te freiner à ce moment-là, et l'autre va plutôt avoir tendance à te propulser, quoi. Je sais absolument pas comment répondre à cette question. J'ai l'impression que c'est Augustin Trapenard qui vient de me poser une question. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, comment ça s'articule. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour pouvoir, j'ai besoin de me sentir en sécurité pour pouvoir me sentir, exprimer une forme de liberté. Ok. Ouais. Et donc, tu viens projeter sur l'argent une forme de sécurité intérieure, en tout cas. C'est ça ? Ok. Ouais. Et donc, à partir du moment où ton coproducteur liquide sa boîte et que tu perds plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup d'un seul, t'as la sensation à ce moment-là qu'on t'a retiré ce sentiment de sécurité, c'est ça ? On m'a retiré beaucoup de choses. Oui. Ouais. Ce sentiment de sécurité, oui. Oui. Parce qu'en fait, cet argent-là, c'est l'argent qui est censé me permettre de produire le prochain spectacle, de pouvoir créer de manière sereine, et c'est l'argent aussi qui est censé faire vivre ma famille, sachant qu'au moment où ça m'arrive, je suis jeune papa et ma femme est en congé mat. Et donc voilà, donc je comptais beaucoup sur cet argent parce que pour le coup j'avais des projections financières de ce que j'allais toucher, de ce que je devais toucher, et donc en fait voilà, j'avais calqué à la fois la création de ce nouveau spectacle en termes de durée de temps d'écriture, et à la fois en termes d'investissement dans le prochain spectacle à l'aune de cet argent-là. Alors comment t'as fait quand tu t'es retrouvé sans cet argent justement pour recréer une forme de sécurité à la fois pour toi mais aussi j'imagine pour ta famille, quoi? J'ai commencé par réduire la voilure très fort. Quand tu dis réduire la voilure, tu dis réduire les charges perso? Oui, ça pardon. Ouais, de réduire les charges perso et puis de repenser la création de mon nouveau spectacle en fait.
en me disant bah voilà, bah ça sera beaucoup moins confortable pour créer ce nouveau spectacle, j'aurai moins de temps. Il faut que je respecte absolument le calendrier que je me suis imposé. Là, j'ai pas le droit d'être en retard, je peux pas. Je regarde mon calendrier, je regarde mon compte en banque, je peux pas. Et puis, comment j'ai fait pour retrouver cette sécurité ? Bah, ça m'a pris du temps parce que ça a pas que s'aborder ma sécurité en fait. Enfin, pas ma si ma sécurité intérieure notamment, ma sécurité émotionnelle. Bah oui, c'est de ça dont je te parle. Ouais. Ça, du coup, la première sécurité dont je t'ai parlé, c'est plutôt la sécurité matérielle. Matériel, ouais. Ouais. Et la sécurité émotionnelle, ça a été dur et long. La première chose, c'est que j'étais dans l'urgence absolue de devoir trouver peut-être d'autres partenaires ou en tout cas prendre des décisions pour le prochain spectacle pour pouvoir tenir l'agenda. Donc ça m'a pris beaucoup de temps administratif, beaucoup de temps de choses que j'ai dû faire pour de décisions que je devais prendre très vite pour pouvoir reprendre l'écriture du spectacle. Et la deuxième chose, c'est émotionnellement en fait. Émotionnellement, il y a plusieurs pans là-dedans. Il y a un pan de l'ordre de la confiance dans les autres, en fait. C'était mon coproducteur, c'était quelqu'un, j'étais très proche de lui. J'avais vraiment une confiance importante. C'était quasiment un ami. Et en fait, il s'est passé quelque chose de. Disons que ce qui s'est passé était dur parce que. En fait, c'est arrivé en février 2024. Et c'est un spectacle que j'ai créé en 2019 et que t'as écrit en 2019. Que j'ai écrit et créé le spectacle. Je pionce donc mon deuxième spectacle. Ton deuxième, oui, pardon. Ouais. Que je crée en 2019. Donc il y a 5 ans d'exploitation du spectacle. Moi, pour expliquer un peu aux gens, moi j'ai 3 casquettes en fait dans ce spectacle. Je suis auteur, interprète et coproducteur. Et en fait, là, on parle de l'argent en tant que coproducteur. Je suis associé avec quelqu'un et c'est l'entreprise de ce quelqu'un qui gère l'exploitation du spectacle. Et puis, à la fin, où l'argent remonte, en fait, dans ma structure. Et en fait, en juin 2023, je fais une grande réunion avec toutes les équipes. Et en fait, on avait gagné. Voilà, j'étais hyper fier. Mais vraiment hyper fier de la manière avec laquelle, de tout. C'est-à-dire que toutes les cases avaient été cochées, ce spectacle il avait été capté pour Canal+, c'était un rêve d'enfant. On avait vraiment super bien travaillé, on avait pris les bonnes décisions, on avait réussi à faire que ce spectacle qui avait vraiment subi le Covid de plein fouet, il connaisse une deuxième naissance, qui revive. On avait une tournée qui s'annonçait qui était vraiment magnifique. Et donc je fais une grande réunion et en fait moi je suis vraiment fier d'être chef d'entreprise en quelque sorte, d'être entrepreneur. Je tiens ça de mon père, c'est-à-dire pour moi il y a une mission sociale dans le fait d'entreprendre. Moi c'est quelque chose qui me tient très à cœur, l'idée de me dire que il y a des gens que je fais travailler grâce à mes spectacles et qui peuvent s'acheter à manger, qui peuvent faire des cadeaux à leurs enfants, qui peuvent se payer un loyer grâce au spectacle et au travail qu'on fait ensemble. C'est quelque chose vraiment qui est très important pour moi. Et je suis assez, en quelque sorte, paternaliste dans ma manière de voir l'entrepreneuriat, quoi. Et donc, je réunis toutes les équipes et je leur dis bravo. Bravo parce que ce qu'on a fait, c'est super. On a défendu un spectacle sur le sommeil. Personne s'attendait à ce que ça marche. C'était un challenge incroyable. On l'a fait. On a fait la capta. On a tout fait, machin. Et j'ai devant les yeux les projections financières. Et je leur dis, et en plus de ça, on va gagner de l'argent. C'était pas l'objectif principal de ce spectacle, mais on va gagner de l'argent et on va en gagner beaucoup. Vous voyez tous le chiffre, parce que je suis plutôt transparent sur les chiffres avec les équipes. On va en gagner vraiment beaucoup. Beaucoup à l'échelle du spectacle vivant, restons somme toute très modestes. Ça reste, c'est un métier relativement de gagne petit, hormis pour une frange très privilégiée dans ce métier. Et donc je suis hyper fier. Et je termine en leur disant, et puis surtout, je veux vous dire à quel point je suis fier, parce que on l'a fait pour moi avec la manière. C'est-à-dire, j'ai toujours dit aux équipes, voilà, moi c'est important la manière avec laquelle on se comporte. Pour moi, c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire que être gentil, être respectueux, être poli, être attentionné avec les gens, pour moi, c'est un truc qui est essentiel et hyper important. Et toutes les équipes, en fait, me disent, on est hyper contents, nous aussi, on est hyper fiers et tout. Et on termine cette réunion.
Et je me dis, ouais, j'ai gagné un truc. Je vais pouvoir aussi dire à mes parents, papa, maman, ça marche pour moi sur scène, mais en plus de ça, ça marche en dehors. Et vraiment, c'était un truc hyper important pour moi. Et je me souviens d'être sorti de cette réunion et de me dire, ouais, ça fait 8 ans, 9 ans que je fais ce métier, et c'était un des moments les plus forts pour moi. C'était une victoire collective et un truc dont j'étais super fier. Et 8 mois plus tard, du coup, j'apprends la liquidation un peu du jour au lendemain de la boîte. Et donc, en fait, cet argent que tu devais récupérer n'a pas été récupéré, quoi, c'est ça? Non, j'ai rien récupéré. Pour l'instant, le liquidateur n'a pas terminé son travail, mais de ce que j'ai comme info, probablement je récupérerai rien. Ok. Voilà. Et quand je disais, en termes de sécurité émotionnelle, ça a été dur, c'est-à-dire que, hormis la relation avec mon coproducteur, c'est aussi la relation avec tous les membres de l'équipe, en fait. Parce que tous les gens qui étaient hyper fiers de travailler avec moi, pour moi, qui étaient hyper heureux, qui me l'avaient manifesté, etc. Le jour où il y a eu la liquidation, il y en a très peu qui se sont manifestés. Et il y en a plein qui connaissent l'histoire et qui ont continué à travailler avec cette personne. Et du coup, c'était vraiment dur parce qu'il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, waouh, j'ai fait le choix de la gentillesse. Ouais. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je le paye là aujourd'hui? Est-ce que, en fait, est-ce que c'est un mauvais choix? En fait, ça rendait les choses encore plus brutales et plus violentes dans ce revirement de situation. Et puis, en fait, ce qui a été dur aussi, c'est j'ai eu une grande conversation avec ma femme sur le sujet. Parce qu'en fait, ça a beaucoup sapé mon estime de moi. Ah ouais? Ouais. Parce que tu projetais beaucoup de choses sur cet argent par rapport à ton père, ta mère, c'est ça? Le fait de réussir, d'en faire un business, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Et il y a un moment, j'ai l'impression que cet argent, c'était d'une certaine manière ma valeur en tant que producteur. Ah oui. Et bon, ma femme est une entrepreneure brillante et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et on a eu des conversations où en fait elle me disait, mais en fait cet argent il a été généré. Il est pas sur ton compte en banque, mais il a été généré. Et moi c'est vraiment une limite, j'avoue c'est une limite intellectuelle, c'est que il est pas sur mon compte. Et en fait ça me faisait me dire que je l'avais perdu, cet argent. Et c'est-à-dire en fait il y a eu un truc, je l'ai conscientisé un peu plus tard, c'est pas que j'étais moins que rien, en fait. Ah ouais. Ouais. T'avais l'impression que je l'avais perdu. Ouais. Et je crois que ça a été un vrai trauma, tu vois. C'est-à-dire que c'est un sujet qui me tiraillait jour et nuit. T'émeux encore là, non? Ouais. Ouais, t'es ému là. Oui, je suis vraiment ému, ouais. Ouais, je suis vraiment ému. Je suis ému. Ouais, c'est un. Qu'est-ce qui t'émeut? Je sais par tout ce par quoi je suis passé, en fait. Et je sais à quel point cet argent, il était important pour moi. Enfin, il était important. C'est-à-dire à quel point il dépassait le cadre simplement de chiffres sur un compte en banque. Ouais. Et en même temps, c'est venu me challenger parce que j'étais en plein milieu de l'écriture de ce nouveau spectacle. Et c'est venu me questionner, en fait. Je me suis vraiment posé la question de me dire, est-ce que j'arrête ce métier? À la fois en fait, un des facteurs supplémentaires, c'est que je suis dans un métier où on parle pas d'argent. C'est un grand tabou, l'argent. Et donc, je me suis senti hyper seul dans ce moment-là. Parce que je savais pas avec qui je pouvais en parler. Et par chance, j'ai autour de moi 2-3 personnes avec qui je pouvais parler de ce sujet-là et qui ont été d'excellents conseils et qui m'ont aidé. Mais il y a un grand tabou. Et puis, je crois que c'est un peu, j'ai intériorisé un truc de victime, c'est-à-dire que j'ai intériorisé le fait que c'était probablement un peu de ma faute. Ouais. Et du coup, ça a été vraiment dur de sortir de ça. Voilà. Et oui, en fait, je suis ému parce que je sais que la blessure, elle est pas totalement refermée.
Et parce que j'ai dû faire un choix à ce moment-là qui était dur, c'était de m'asseoir sur cet argent-là, en fait. Voilà. Donc, et en même temps, c'est ce que je te disais, c'est que ça a beaucoup, beaucoup nourri ce spectacle. Oui. Sur la joie de vivre. Parce qu'en fait, ça m'a permis de dire, ok, c'est super, t'es en train de regarder, c'est quoi les conditions pour être heureux, pour la joie de vivre, t'es en train d'essayer de tirer des grandes leçons de comment faire, etc. Et toi, là, t'en es où, là? Toi, est-ce que tu t'en sors? Et je pense que ça m'a donné une grande force par rapport à ce spectacle. La première, c'est que, comme je te disais, j'ai voulu arrêter. J'ai vraiment hésité à arrêter. Et en fait, je me suis dit, ok, donc si je décide de continuer, j'ai regardé le compte en banque, tu vois, et j'ai dit, si je décide de continuer, peut-être que ça sera le dernier, ce spectacle-là. Et pourquoi? Donc en fait, parce que j'ai envie de continuer à faire mes projets dans ce métier. Et pour faire mes projets, il faut que je puisse les produire. Et pour pouvoir les produire, il faut que j'ai de l'argent. Ok. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être le dernier. Donc, fais-toi plaisir. Vas-y, lâche-toi. Et lâche-toi dans la mesure où, en fait, je vais pas pouvoir en dépenser énormément. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire venir un lustre à 100 000 euros sur scène, je ne peux pas. Il y a pas de lustre. Je suis désolé, je spoil un peu le décor du spectacle. Il y a pas de lustre à 100 000 euros dans le spectacle. Mais lâche-toi, et en même temps, quand tu dis lâche-toi, tu parles plus du contenu. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça ce que je voulais dire. Lâche-toi Plus- dans le contenu. En fait. Plus que le décorum, Ouais. quoi. Ouais, exactement. Lâche-toi dans le contenu. En fait, vas-y, lâche les chevaux. Fais ce que tu veux faire avec ce spectacle. En gros, il y a plus grand chose à perdre. Oui. Voilà. Il y a plus grand chose à perdre avec ce spectacle. Et puis il y a eu autre chose, c'était de se dire, ok, mais en fait, comment j'arrive à sortir de ça joyeux? En fait, est-ce qu'il y a la place pour la joie de vivre dans un moment comme ça? Et j'ai beaucoup lu sur ce genre de choses et C'est quand même pas la même chose, hein. De lire non, mais dans la tête. oui, non, mais c'est exactement ça. Et de faire redescendre dans le corps, quoi. Bien sûr. Et j'ai décidé en fait d'écrire une histoire qui était à mon service dans ce moment-là en fait aussi. Et c'est très important l'histoire qu'on se raconte. C'est un des trucs que Brené Brown dit dans sa conférence incroyable. Là. Voilà, quelle histoire on se raconte dans ces moments-là. Et il a fallu vraiment que je m'écrive l'histoire en fait, que je me dise non mais ce qui me revient là en fait, l'histoire que je suis en train de me raconter, qui est une histoire traumatique, vraiment, elle est pas à mon service. Et en plus, elle est pas vraie. Oui. Elle n'est pas vraie. C'est sûr. Et donc voilà, donc j'ai décidé de prendre le temps d'écrire cette histoire-là. Et de me dire ok, quelle histoire je me raconte et quelle histoire je raconte de ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai, en fait, j'avais mis des œillères sur ce qui était le plus dur, le plus traumatisant de tout ça, de toute cette histoire-là. Et donc c'est ce changement de prisme, ce changement de regard qui fait qu'aujourd'hui je peux en parler, tu vois, parce que en fait, en vérité, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne, quasiment, de cette histoire. Bah oui, J'en ai parlé. Tu sais, j'étais en train de t'écouter et je me disais, putain, si seulement tu connaissais quelqu'un qui y avait bossé un peu sur l'argent et tout, mais il y avait de la honte, en fait, ce que j'entends. C'est ça? Il y avait énormément de honte. Ouais. Énormément de honte. Ouais. Et maintenant, il y a un peu de honte à pas l'avoir fait. À pas avoir parlé. Non, mais en vrai, je me suis rendu compte. En fait, j'ai tout de suite été dans l'action. Tu vois, j'ai été tout de suite obligé d'être dans l'action pour retrouver des partenaires, pour que ce spectacle puisse exister, etc. Et ça, je suis très fort en général. Quand il m'arrive quelque chose de grave dans ma vie, je suis très fort pour être dans l'action tout de suite. Il y a un truc de réflexe qui se met en place. Et les 2-3 premiers mois, j'ai une énergie de ouf. Et je me souviens, j'en parlais avec ma femme parce que évidemment, je lui avais pas caché ça. Ma femme, elle le savait. Et je lui dis mais j'ai une patate en fait, je crois que j'arrive très très bien à sortir de ça et en fait c'est totalement anodin. Et puis en fait petit à petit je dormais mal et puis il y avait des moments dans la journée où j'étais vraiment pas bien Est-ce que c'était du déni par hasard? Ouais, et puis c'était un truc de trauma, tu vois. Je veux dire, j'ai lu un bouquin, d'ailleurs je le conseille parce qu'il est génial, ce livre s'appelle Trauma, c'est un livre d'un psychiatre américain qui s'appelle Paul Conti, hyper intéressant sur la mécanique du trauma, etc. Et c'est en lisant ce livre
parce que je l'ai lu pour Il y a de la joie. Incroyable. Je me suis dit, oh, ça ressemble beaucoup à Mes nuits, ce qu'il est en train de décrire là. Génial. Et en fait, j'étais en psychothérapie depuis longtemps pour d'autres sujets. Et je suis arrivé un jour en rendez-vous avec ma psy. Et j'ai commencé avec un grand sourire et j'ai dit, vous savez quoi, aujourd'hui, on va même pas parler de mes parents. Et du coup, elle a éclaté de rire. Elle dit, ah bon, vous êtes sûr? Je dis, bah, franchement, là, je crois que j'ai un truc à vous dire que je vous ai pas dit depuis 6 mois. Et du coup, t'en avais pas parlé à ta psy? Non. J'avais vraiment honte. Okay, j'avais vraiment honte. Ouais, et puis j'avais d'autres sujets assez costauds à gérer en même temps. Et voilà. Et donc, et elle m'a, pour le coup, elle m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Génial. Ouais. Enfin, génial. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, en fait, à quel point, avec le recul, finalement, cette mésaventure est pas un cadeau, en fait. Oui, bah c'est l'histoire qu'on se raconte. Mais c'est marrant parce que tu vois, en même temps, je lisais aussi dans un livre il y a une grande question en psychiatrie moderne qui est est-ce qu'on a besoin de vivre des événements tragiques pour aller bien? Et en fait, la réponse est ça peut, mais ça peut ne pas non plus. Ça dépend ce qu'on fait de cet événement tragique. Ouais. Et ça dépend de l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens pour qui un événement tragique ou un gros accident ou quelque chose de voilà, ça permet de reconfigurer ses valeurs et de se sentir réaligné. Mais il y a plein de gens aussi pour qui c'est tout l'inverse, qui sont complètement détruits et qui ont du mal à s'en sortir. Et quand je lisais ça, je me disais ok, bon bah voilà, je suis sur ce chemin-là en fait. Et ce spectacle, il y a de la joie. En fait, il raconte ça aussi. J'en parle pas directement dans le spectacle parce que j'ai eu je parle pas directement de cette mésaventure de production dans le spectacle. Mais en fait, le spectacle est teinté de ça. C'est teinté en fait, c'est toute la différence pour moi entre la joie et le bonheur. La joie de vivre et le bonheur. D'ailleurs, ça va te plaire, mais il y a un livre génial de Eva Illouz qui s'appelle Happycracy. Eva Illouz, c'est une sociologue. Voilà. Oui. Tu l'as déjà interviewé, toi? J'ai jamais interviewé Eva Illouz, mais j'ai entendu parler d'Happycracy, qui est l'injonction, la dictature du bonheur, quoi. C'est ça? Ouais, la dictature du bonheur, exactement. Ouais. Et qui explique là-dedans que, en fait, le développement personnel est devenu une sorte de nouvelle religion du capitalisme. Et que le bonheur, c'est le paradis de cette religion. Et donc en fait, on passe notre temps à avoir des pratiques, on fait des exercices, on fait des machins, pour à la fin espérer qu'on va avoir le bonheur ou le paradis. Et pour moi, cette histoire-là m'a fait découvrir ça, parce qu'en fait, moi je me suis dit, quand j'aurai cet argent-là, je serai heureux, en fait. Ouais. Sauf que c'est probablement que c'est pas ça ce qui se serait passé, parce que en fait j'aurais trouvé autre chose, etc. La joie de vivre, c'est une perspective totalement inverse. C'est de démarrer en se disant franchement la vie c'est formidable. Et ça je l'ai découvert, je dois dire, ce qui a fini de me convaincre de ça, c'est la naissance de ma fille, c'est-à-dire le jour de l'accouchement. J'étais bouleversé de ça, je n'avais jamais réalisé à quel point la vie c'était extraordinaire. Et en voyant la vie... Michael dans l'histoire de Daron. Rigole, mais tu viendras. J'y viendrai. Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'il y a un chemin dans tes podcasts? Et est-ce qu'il y a des gens qui ont coché toutes les cases, qui sont des goats? Écoute, oui. Ouais. Ouais. Et donc, est-ce que tu envisages de créer un autre podcast? Pour ceux qui ont fait tout le chemin. Ouais. C'est génial. Non, et la joie de vivre, c'est la perspective inverse. La joie de vivre, c'est de dire la vie, c'est formidable. Il y aura du tragique dans la vie. Ça sera pas tout rose, loin de là. Mais par contre, c'est formidable. Et ce chemin d'acceptation, de changement de perspective, c'est aussi ça, ce que ça m'a permis, cette mésaventure de production. Et en quelque sorte, aujourd'hui, dans l'histoire que je me raconte, et c'est fou parce que je me le suis écrit la semaine dernière, donc il m'a fallu du temps, mais je me le suis écrit la semaine dernière, je me suis dit, ok, j'ai écrit le montant que j'espérais recevoir. Que donc tu n'as jamais reçu, c'est ça? Que je n'ai jamais reçu, que j'ai généré par mon travail, mais que je n'ai jamais reçu. Ouais. Et je me suis dit,
est-ce que si aujourd'hui on me disait que contre ce montant, je change de perspective et d'approche de la vie, est-ce que je le mets sur la table? Et je crois que oui. Bah oui. Ça résonne avec deux trucs. Ça résonne avec Michel, qui est passé dans le podcast il y a quelques semaines de ça, qui raconte qu'en fait, il a dépensé, je sais plus, $17 000 en thérapie. Et il dit, putain, avec le recul, ça fait beaucoup, quoi. Et d'un autre côté, il dit, mais en fait, ne me rendez pas ces $17 000 pour redevenir le gars que j'étais auparavant. C'est impossible. Je suis très heureux là où je suis aujourd'hui par rapport à... où certes, j'étais $17 000 plus riche, mais tellement plus malheureux. Et ça m'évoque un deuxième truc. J'ai un de mes psychothérapeutes un jour, dans un stage de groupe, qui a dit toute expérience est valable, même les plus tragiques. Et en fait, il adressait ça à une femme dont le gamin s'était suicidé à l'âge de 14 ans, il y avait 5 ans de ça. Et elle a dit, je suis tout à fait d'accord. Elle a dit, je ne serais pas la même personne s'il ne s'était pas suicidé, quoi. Je ne serais pas passé par, bien sûr, pas par tout ça, quoi. Et c'est pour ça que tu vois que je te demandais, ok, à quel point cette mésaventure qui est un trauma, comme tu dis, qui est plus qu'une mésaventure, c'est un vrai trauma pour toi, t'as pas permis justement de pouvoir te dire écoute, allons-y, on lâche les chevaux, et en fait de connaître le succès qu'il y a de la joie connaît aujourd'hui, quoi. Ouais. Et du coup, je le savoure à l'aune de ça aussi. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, quand je te disais c'est mon plus bel Avignon, c'est pas objectivement, si je regarde les chiffres, enfin si, c'est incroyable ce que j'ai vécu. J'étais complet depuis le 3e jour, et une semaine plus tard, enfin j'ai jamais connu ça. C'est-à-dire une semaine plus tard, j'étais dans la sélection du Monde, la sélection de Télérama, la sélection du Parisien, dans le Masque et la Plume. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Reconnaissance médiatique avec. Ouais. Et reconnaissance du public. C'est-à-dire que, enfin, voilà, c'est vraiment, l'expérience que j'ai vécue là était vraiment très, très touchante et très bouleversante. Et je crois que je le vis aussi différemment grâce à cette expérience. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, je n'ai autant savouré professionnellement que ce que j'ai savouré là, en me disant voilà, c'est tout ce que j'ai traversé, et en fait j'ai ce moment là, donc c'est formidable, je profite. Avec tout ça, je t'ai même pas posé la question de ton souvenir d'enfance. J'étais scout, ouais, et j'étais chef d'équipe, et je me souviens de cette image où j'ai une enveloppe dans la poche de mon jean, la poche arrière, avec l'argent pour l'équipe, pour les 3 jours de marche qu'on a. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un souvenir hyper... je me souviens d'essayer d'être un bon gestionnaire. New products to launch, new people to develop, new goals to crush. Workday Go is designed for small and mid-sized businesses. By bringing HR and finance together on one AI platform, you'll have everything you need to think big, go big, and grow big. And activation is fast. It takes just 30 to 60 business days to get you up and running. Simplify your SMB on an AI platform you'll never outgrow. Workday Go. Et c'était un truc hyper important pour moi. C'était vraiment, et je me souviens des billets, parce que c'était une des premières fois en fait où on me confiait de l'argent pour d'autres. C'est-à-dire, tu vois, mes parents pouvaient me donner de l'argent de poche de temps en temps, mais c'était pour moi, tu vois. Ouais. Mais là de me dire, c'est de l'argent pour moi et pour les autres, et d'être un bon gestionnaire. Et c'est un truc dont je suis encore super fier, en quelque sorte, d'être un bon gestionnaire. Je crois pas être un très bon investisseur, tu vois, en tant qu'entrepreneur, mais je crois que je suis un plutôt bon gestionnaire. La preuve, ma boîte n'a pas coulé, tu vois. Bah oui. Malgré ça. Et c'est un vrai souvenir. C'est un truc. J'étais hyper fier de rentrer et de dire, les 3 jours se sont super bien passés. On s'est pas privé. Et c'était cool. Et j'ai bien géré, quoi. Trop bien. Ouais. Je
je me suis souvenu de ça parce que en réécoutant des épisodes, là, je me suis souvenu de ce truc-là. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Je me revois en train de marcher et de compter les sous, quoi, tu vois, et les petites pièces et tout. Et je me souviens de ça. Voilà. Et ça a été, t'as la sensation avec le recul que ça a été vraiment, tu vois, une expérience un peu définissante pour toi? Justement, par rapport à aujourd'hui, la façon dont tu gères l'argent, la façon dont tu gères l'argent de ta boîte. J'entends aussi, tu vois, que en tant que père de famille, il y a aussi ce truc de faire attention à la gestion des finances du foyer, même s'il y a ta femme, bien sûr, qui est là avec toi, quoi. Ouais, c'est un truc hyper important. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai hérité pour le coup de mon père. Ça. Être un bon gestionnaire et ne pas manquer. Ouais, parce que pour la petite histoire, mon père n'a pas son bac et il est devenu chef d'entreprise dans le monde de la sidérurgie. Et c'est quelqu'un qui a eu une carrière professionnelle vraiment hyper admirable. Et j'ai vraiment le souvenir quand on parlait d'argent étant petit que lui il avait manqué. Lui, l'argent, ça lui avait manqué étant petit. Et il s'était fait, en quelque sorte, pour mission qu'on manque de rien. Et et ça, c'est un truc c'est un truc qui est inscrit en moi. Je sais que c'était au moment où j'ai perdu cet argent, c'est venu me réveiller, en fait. C'est venu à deux titres, en fait. C'est venu me réveiller d'abord parce que d'un coup, j'ai eu peur de manquer pour ma famille, en tant que jeune père de famille. Alors que je croyais avoir fait bien les choses. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je sais qu'avec cet argent, j'avais envie de prouver un truc à mes parents. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais prouver exactement? Que, en gros, tu pouvais avoir un business rentable en étant troubadour. Ouais. C'est ça? Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, il y avait un truc, j'avais l'impression de trahir la confiance qu'ils avaient eue en moi. En me soutenant dans ce métier, etc. Et il y a eu un truc où je me suis dit, j'y ai cru, quoi. J'ai cru que j'allais pouvoir dire à mes parents, voilà. Papa, maman, voilà mon carnet de notes, j'ai bien travaillé. Ouais, il y a un truc, j'allais dire, il y a un truc très, très enfantin, bien sûr, derrière tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Tu leur en as pas parlé, j'imagine, vu que t'étais criblé de honte. Si, t'as fini par leur en parler quand même? J'en ai parlé avec mes parents, ouais. J'en ai parlé avec mes parents parce que du coup mon père a été chef d'entreprise. Et j'en ai parlé avec mes parents aussi parce que ma mère était avocate. Et du coup il y avait un truc... je leur en ai parlé. Je leur ai raconté ce qui se passait, quoi. Mais en fait, je leur en ai parlé mais sans dire à quel point je le vivais mal. Je leur dis c'est un moment un peu dur, c'est mais vous savez, je suis au téléphone avec mon comptable, mon avocat, on gère, tout va bien, et puis je vais me débrouiller, ça va. Mais je leur ai pas dit à quel point ça avait été dur. Toujours pas? Si. Ok. Comment ils ont réagi? Il y a une coupure, là, non? Il y a une coupure d'internet, là, non? Oui, il y a une coupure. Pourquoi t'es ému, Mickaël? Merci de montrer ça, ton émotion, c'est trop beau. Non, pour plein de choses. Conneries, vraiment, les émotions. Qui a inventé ça? Ouais. Pourquoi je suis ému? Et si c'est trop perso, te sens pas obligé de répondre, hein, juste. Non, mais il y a un mélange de plein. Ensemble. Ouais. Cool. Non, mais il y a un mélange de plein de choses dans cette émotion, mais voilà. Il y a un mélange de plein de choses. Next. Ok. Je me demandais. Avec plaisir. Non, je me demandais à quel point t'avais réussi à venir confier, tu vois, ce truc de petit garçon, tu sais, de carnet de notes, et parce que c'est souvent des films qu'on se fait, tu vois, de comment nos parents vont prendre les choses. Mais oui, non, etc. mais c'est pour ça en fait que je pleure, parce que je sais que je faisais fausse route. Qu'en fait, ce carnet de notes, il existe ou il n'existe pas, mes parents sont fiers de moi. Bah oui. Merci de le partager.
J'avais bien en tête que c'était la réponse induite. Ouais. En tout cas, beaucoup de joie. Ah oui, non, mais beaucoup de joie. Mais là, on était hyper deep sur ce Mais sujet-là. ouais. Mais il y a beaucoup. Les deux vont ensemble. Oui. C'est-à-dire Et que pour moi, c'est important. profondément. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je suis très joyeux de te voir, nous partager cette émotion, de voir tes larmes, etc. Quoi. À ce moment-là, pour moi, il y a une vraie connexion qui se crée, quoi. Tu vois, il y a de l'humanité, quoi. Tu vois, et derrière l'humanité, il y a quoi ? Il y a de la joie. Boum. Je crois. Hein. Hop. Bah ouais. Non, mais bien sûr. Je crois. Bien sûr. Mais moi, ma croyance profonde, c'est que à un moment comme on vit là, pour le coup, ça n'a pas de prix. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as la sensation, avec le recul, et aujourd'hui, tu vois, maintenant que j'ai l'impression peut-être que ce trauma, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est un peu, tu as réussi à le dépasser avec ce nouveau spectacle, justement avec le succès qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, j'espère que ça t'a guéri, que ça t'a montré que, en fait, oui, tu valais la peine et que, en fait, oui, t'es un super gestionnaire d'entreprise, etc. Est-ce que t'as la sensation d'avoir réussi à venir mettre ta sécurité ailleurs que sur ton compte en banque, et peut-être en toi? Parce qu'en fait, moi, ce que je lis de ton histoire, c'est que, ok, en fait, pour toi, cet argent représentait une forme de sécurité matérielle, émotionnelle, etc., que tu l'as perdu. Et en fait, ce que je vois de ton histoire, c'est que, en fait, en perdant cet argent, tu as été chercher des ressources qui t'ont montré qu'en fait, c'est pas du tout ton compte en banque qui est ta sécurité, même si c'est important d'en avoir et d'en avoir suffisamment, tu vois. Mais c'est ta capacité, toi, à générer cet argent-là, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut connaître Fab Flo dans la vie. C'est pour ce genre de phrase qui remet tout en place, quoi. Ça, c'est merveilleux. Franchement, ça n'a pas de prix. Merci, hein, Fab. Parce que, non, mais vraiment, l'entendre comme ça, ça, tu sais, c'est ces moments où t'as l'impression que, en fait, le Lego, il était dans le désordre à l'intérieur, et puis d'un coup, t'as toutes les pièces qui se remettent dans l'ordre. Tu dis, ah, mais oui, évidemment, vu comme ça, c'est sûr. Probablement que ça m'a, effectivement, ça m'a forcé à me dire que l'argent n'achetait pas la sécurité émotionnelle et la sécurité intérieure. Mais surtout la sécurité émotionnelle. Ouais, bien sûr. Et je pense que avant ce moment-là, il y avait quand même quelque chose de pas très clair dans mon rapport à l'argent qui était censé contribuer à ma sécurité et matérielle et émotionnelle. Donc ça, c'est incroyable. Ouais. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça que tu as vécu ce trauma et cette catastrophe pour toi dans ta vie, tu vois, c'est que c'est aussi une incroyable manière de venir te démontrer par A plus B qu'en fait, ta capacité à générer de l'argent, elle est en toi et elle est pas en n'importe qui d'autre, tu vois. Et ça, c'est fou. Mais ça, c'est fou. Et puis, en fait, j'ai découvert, grâce à cette aventure-là aussi, c'est que j'ai découvert quelque chose, c'est que, en fait, quand je disais, j'ai eu l'impression que je n'avais pas de valeur, ou que j'avais même une valeur négative. Ouais. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand j'ai rencontré des gens de ce métier après, que je voyais pour coproduire mon spectacle, etc., je me suis rendu compte à quel point j'existais à leurs yeux, et j'avais de la valeur. Et à quel point aussi, j'avais tout de suite des conversations avec eux d'un niveau, mais je me disais, waouh, ok, on me parle pas comme si j'étais un moins que rien, en fait. Et ça m'a fait réaliser, après, en lisant, ça doit te parler de Naval Ravikant. Oui, bien sûr. Voilà. L'almanach. L'almanach de Naval Ravikant. Très connu sur LinkedIn. Ouais, une sorte de gourou moderne. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un gourou. C'est vraiment un gourou moderne, quoi. Et il y a des choses dans sa parole qui sont vraiment, en tout cas, source de réflexion, en fait, qui propulse la réflexion, voilà. Et en fait, quand il parle des intérêts composés, c'est-à-dire le fait qu'en fait, ça prend de plus en plus de valeur et qu'en fait, il faut penser les choses sur le temps long, et notamment aussi les relations professionnelles.
Et ça, moi, c'était quelque chose que je mesurais pas parce que en fait, en tant qu'artiste, en quelque sorte, en fait, il y a toujours entre l'artiste et les autres membres du métier, il y a souvent des intermédiaires, donc soit un agent, soit un coproducteur, soit un truc, soit un machin. Donc en fait, on sait pas trop ce que les gens, on sait pas trop quel degré de relationnel on a avec les gens. En fait, et ce que les gens pensent de nous. Bon, je suis pas sûr que ça ce soit typique du monde des artistes, mais on sait jamais trop ce que les autres pensent de nous. Et en fait, ça m'a fait réaliser de me dire, ok, en fait, tu vois, ça m'a réconcilié avec ce truc de la gentillesse dont on parlait. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de la gentillesse en conscience et du fait de bien me comporter en conscience. J'ai essayé de peser le pour et le contre, et je me dis qu'on a beaucoup plus à perdre en se comportant mal. En tout cas, tu as qu'en se beaucoup plus à comportant bien. perdre. Tu as beaucoup plus à perdre. Oui ou non, moi, pardon. Ouais. Si j'ai généralisé, moi en tout cas, j'ai fait. Quand on dit on, tu vois, il y a un peu à côté. Ouais, non, mais t'as raison. Moi, j'ai Ouais. beaucoup plus à perdre. Moi, ça me coûterait plus de mal me comporter que de bien me comporter. Et donc en fait, j'ai décidé en conscience de bien me comporter. Et j'y fais attention, tu vois. J'accorde de l'importance aux gens qui sont autour de moi. Et tu sais, souvent quand on est artiste, il y a un truc, c'est qu'on accepte des caprices de stars, des machins, des trucs. Moi, en fait, ça m'intéresse pas, en fait, dans mon métier. C'est pas pour ça que je fais mon métier, en fait. Et en fait, en rencontrant, et quand il m'arrive ce trauma là, je me pose la question, je me dis mais même les gens dont je pensais que j'étais proche, en fait, il y a un truc de trahison, forcément, tu vois, t'as un sentiment de trahison, tu vois. Et même des gens que t'as aidé à gagner leur vie, à gagner de l'argent. Et en fait, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais ça se trouve dans ma démarche, en fait. C'est-à-dire, je suis le trop bon, trop con. En fait, je suis trop bon, trop con. Et quand j'ai fait ces rendez-vous avec les gens et que j'ai vu l'attention que eux me portaient, je me suis dit non, c'est pas là que ça s'est joué, pas du tout. En fait, continue, ne te venge pas sur le monde de ce qui vient de se passer. Ouais. En fait, ne deviens pas le salaud que tu pourrais devenir. En fait, règle ta frustration de ton côté, mais reste sur le même chemin, quoi. Et t'as bien raison. Je crois que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un en attendant quelque chose d'autre en retour, ça amène sur une mauvaise voie. Donc en fait, typiquement, quand tu donnes du boulot à des gens et que tu leur donnes de l'argent en échange de ce boulot, tu vois, en attendant une forme de loyauté ou je sais pas quoi, tu vois, en échange, et je te dis ça, je l'ai fait, hein, tu vois, je suis tombé dans ce panneau-là. Ça biaise les relations, ça biaise ta relation aux autres, même si c'est un tout petit peu, tu vois, ça suffit, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bien ouais, Mickaël. Merci. Mickaël, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Ouais, on l'a abordé un tout petit peu, mais il y a un truc, c'est à quel point l'argent est tabou dans mon métier. Et dans les métiers de la création, en général, je crois. Et dans mon métier aussi. Et c'est un tabou qui, je crois, dessert beaucoup de gens, en fait. Et sert aussi beaucoup de gens, malheureusement. Oui. Et je crois vraiment en fait que il y a une pensée assez anticapitaliste, tu vois, dans mon métier. Et en fait, c'est un bon moyen, cette pensée anticapitaliste, par moment, de ne pas vraiment s'intéresser à comment on sert de l'argent dans ce métier. Et en fait, en fait, c'est se priver d'un pouvoir, et je trouve ça super dommage. Et c'est même pas tant le rapport qu'on entretient soi-même avec l'argent. Et ça, évidemment, je trouve que c'est hyper intéressant de le travailler soi-même. Mais comment fonctionne l'économie de ce métier, par exemple? L'économie d'un métier, le comprendre quand on est artiste. Moi, je trouve ça hyper important. En fait, c'est libérateur. Bah ouais. Libératoire, c'est les deux à la fois. Et je trouve en fait que moi, j'essaye de partager ça avec les gens autour de moi avec lesquels je travaille, en fait. C'est dire, ok, mais comprenons en fait les enjeux des uns et des autres autour de l'argent, parce qu'en fait là, le tabou est en train de nous bouffer complètement. En tout cas, c'est pas à notre service de penser que en tant qu'artiste, l'argent c'est mal. En fait, c'est pas à notre service. Mais c'est sûr. C'est au service de personne, d'une manière générale, je trouve, de penser que moi, je pense qu'il y a mal. beaucoup de... Non, c'est au service de personne. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se faufilent dans cette brèche-là. Dire, non, mais c'est vrai, l'argent c'est mal, laisse-moi m'en occuper moi.
Je m'en occupe et t'inquiète pas, je vais bien te bouffer la laine sur le dos. Ouais. Et j'invite vraiment tous les gens qui considèrent que l'argent c'est tabou dans leur métier à se renseigner vraiment sur l'économie de ce métier. Mais de se renseigner, de se renseigner profondément quoi sur comment ça marche. Parce que moi, la plupart des gens, par exemple, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont tendance à critiquer les producteurs, tu vois, de spectacles. Et je comprends effectivement, parfois il y a des abus. Et moi, quand on me dit ça, je pose toujours une question. Je dis, ok, si aujourd'hui tu as 50 000 euros sur ton compte en banque, est-ce que cet argent-là, tu l'investis dans ton projet ? Incroyable. Et cette simple question change complètement la perspective. Et ça fait partie, je pense, des angles morts de l'entrepreneuriat. On imagine toujours que en fait être entrepreneur, c'est être très riche et en risquer un peu. Et en fait, moi, la plupart des entrepreneurs que je connais, c'est pas ça. Hein. C'est des gens qui risquent beaucoup comparativement à ce qu'ils ont. Et quand ça boucle avec ce que je disais au début, c'est quand on se dit que en tout cas quand moi je me dis que l'argent c'est un outil de liberté et de sécurité, ça veut dire que ils risquent une part de leur liberté et de leur sécurité en faisant ce projet-là. Et je trouve que du coup ça a de la valeur. Et le voir comme ça, en fait, moi ça a changé mes relations beaucoup avec plein de gens dans ce métier. Et le niveau de conversation. Oui. Et le niveau de confiance les uns dans les autres. J'allais dire, ça te met à un autre niveau aussi. Ça te met à un niveau d'égal à égal avec les autres producteurs de ce fait-là. Tu parles le même langage. Ouais, t'as raison. Exactement. Et je pense que c'est vraiment important. Et de la même manière que il y a plein de producteurs avec lesquels je parle, que j'engage parfois à dire, mais viens de l'autre côté. Viens voir de l'autre côté. Ouais. Viens voir ce que c'est que d'être sur scène tous les soirs. Tu vois. Et ça, c'est... Mais ça, je pense que c'est vrai de tous les métiers. C'est une croyance profonde. C'est de me dire que c'est important, dans le cadre d'une collaboration ou d'un travail ensemble, de comprendre le métier de l'autre, des deux côtés, pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, je trouve que dans mon métier, cette incompréhension entre les parties réside beaucoup autour du tabou de l'argent. Et de la haine de l'argent finalement, parce que c'est pas qu'un tabou ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une forme de derrière cet anticapitalisme, il y a un peu en fait l'argent pourrit tout, l'argent corrompt, l'argent etc. Et non, faut remettre l'argent à sa juste place. Ne l'oubliez jamais, c'est tonton Fab qui vous le dit. C'est juste un moyen de transaction. À la base, on l'a inventé parce que le troc c'était trop chiant. C'est vrai. Et que si en étant comédien, il fallait que chaque soir je troque un sanglier avec chaque membre du public, ce serait vraiment une grosse galère. Un sanglier. Merci Astérix. Je t'en prie. Rendez-vous donc sur michaelhirsch.fr, c'est ça? Je mettrai le lien pour aller voir toutes les dates dans lesquelles tu vas jouer. Puis allez voir aussi l'Insta de Michael parce qu'il est super. Régulièrement, il donne des infos, il pose des petites vidéos et tout. Michael, vous l'aurez compris, est un artiste qui gagne à être connu. Bravo Michael, merci encore pour ce moment. C'était trop chouette. Et puis merci de nous avoir partagé cette émotion. Même si tu nous as fait croire que l'internet avait coupé, c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ne croyez pas Fab Flo. Ouais. Ben non, mais merci à toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était un grand plaisir, une fois de plus. Ça coupe! New products to launch? New people to develop? New goals to crush? Workday Go is designed for small and mid-sized businesses. By bringing HR and finance together on one AI platform, you'll have everything you need to think big, go big, and grow big. And activation is fast. It takes just 30 to 60 business days to get you up and running. Simplify your SMB on an AI platform you'll never outgrow. Workday Go.